Et oui, parce qu'avec le sugar daddy, donc l'argent sort facilement. Bonjour, quoi, docteur. sugar daddy? Vous ne connaissez pas l'expression sugar daddy? Non. Comme son nom l'indique, je vais détailler. Oui. Prenez les stylos, prenez les cahiers. Oui. Un sugar daddy, virgule, c'est un papa qui a plus de 50 ans, virgule, qui donne beaucoup d'argent, virgule, et qui est généralement marié, point à la ligne. Là, ça va? Ah oui. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle les sugar daddy. Oh, ça. Ce sont des hommes qui ont plus de 50 ans, Oh. qui sortent facilement beaucoup de liasses, beaucoup de bon? pieds violets, oui, et qui sont mariés. Ils ne font pas partie du syndicat. Non, il ne faut pas... Oh non, 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 non. C'est pour ça que vous avez constaté que le syndicat est mort. Voilà. Parce que quand les Roméo, les jeunes là se battaient 2000 et tout, le sugar daddy, il t'appelle. Mais allô? Tu m'as fait savoir que ton anniversaire c'est la semaine prochaine. Bon, on va aller à Kribi, hein. Je t'organise une piscine partie de ce côté-là avec tes copines. Tu peux chercher 15 ou 20 de tes copines là et on va aller s'amuser. Pendant que le jeune garçon, tout chaud, tout beau, et te dit que maman, joyeux anniversaire, il t'envoie le message à minuit, 1 minute donc. Pour te dire que non, mais je suis le premier à t'envoyer le message. On mange ça. Hein. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que les sugar daddy prennent le dessus, les gars. Ils farotent. Et donc, est-ce que vous également vous êtes un sugar daddy? Je vous coince avec une question en direct. Répondez, sinon on n'avance pas. Oh ben ça, mon Dieu, je vais dire à ma manière, disons. Voilà. Donc ça veut dire que comme Mimi a dit, on va dire donne-moi ten. Alors, ce matin avec vous, nous allons parler des hémorroïdes externes. Comment savoir? Il faut dire que hier, on a fait le tour de la question, hein, c'est-à-dire la définition des hémorroïdes de façon générale. On a parlé hier des hémorroïdes internes et aujourd'hui, on va parler avec vous des hémorroïdes externes. Maintenant, comment savoir qu'on souffre des hémorroïdes externes? Voilà, si vous le permettez, d'une manière, s'il faut résumer, hein, pour pouvoir définir pour ceux qui nous suivent ce matin, nous avons dit hier déjà que les hémorroïdes, c'est tout à fait normal de les avoir parce qu'il s'agit ici des vaisseaux, des veines en général, qu'on retrouve au niveau de l'orifice anal ou encore à l'intérieur, bien évidemment. Alors, quand ces veines-là subissent des pressions, avec certains facteurs dont nous avons énuméré hier, cela justement va se dilater. Ça veut dire que ça va créer une inflammation, d'où on parle justement de crise hémorroïdaire. Donc, ne dites plus, c'est vrai que communément dans l'occasion, on dit que j'ai l'hémorroïde. Mais ne dites plus, dites plutôt que vous faites des crises hémorroïdaires. Maintenant, en ce qui concerne bien évidemment les symptômes, hier, contrairement à l'hémorroïde interne, aujourd'hui nous parlons justement d'externe, contrairement à cela, ils ont les mêmes symptômes, sauf que la particularité, bien évidemment, il y a la sortie, qu'on pourra encore appeler prolapsus, c'est-à-dire cette descente-là. Vous allez constater justement qu'il y a un gonflement au niveau de l'orifice, c'est-à-dire le poutou là, anal là, et c'est ça qui crée ce qu'on appelle, c'est justement cela qu'on appelle l'hémorroïde externe. Voilà. Oui. Maintenant, quelles sont les personnes et les facteurs à risque? C'est-à-dire quoi? Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de développer cette maladie, les hémorroïdes externes, et quels sont les facteurs qui peuvent provoquer cette maladie en dehors de ceux que nous avons cités hier? Voilà. Déjà, en ce qui concerne les personnes à risque, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle la cirrhose du foie, c'est-à-dire une infection au niveau du foie, bien évidemment. La cirrhose du foie peut être due à l'alcool, comme facteur pousseur. Une manifestation également de l'hépatite B. Voilà, justement. Merci, Miss Nounou. Maintenant, il faudra parler. Ça, nous avons énuméré déjà hier en ce qui concerne l'accouchement par voie basse, vaginale. Ça également. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens en Europe préfèrent la césarienne. Pour ne pas souffrir, au fait. Alors, nous avons également le port des charges lourdes. Donc ça, il faut l'éviter des gens qui travaillent dans certaines industries et qui doivent porter des charges lourdes. Des ouvriers. Des ouvriers, voilà. Ça également. Même parlant justement des facteurs de risque, il vaut mieux le rappeler, Miss Nounou, ceux qui pratiquent ce qu'on appelle coït anal. Ça, ou alors la sodomie. On va dire ça comme ça. Ou encore la sodomie. Les rapports sexuels anal. Voilà, justement. Voilà, justement. Dites-vous bien que vous êtes prédisposé. Ça, il faut même dire, vous n'êtes pas loin de pouvoir le développer. Voilà.
Mais donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ce sujet, hein, parce que c'est quelque chose d'assez banal. Aujourd'hui, les gens ont tellement banalisé ce phénomène qu'on a comme l'impression que vous, qui refusez d'en parler ou de pratiquer cela, vous êtes en marge de la société. Vous êtes quelqu'un de dépassé, vous réfléchissez comme un vieux père, comme une vieille mère. Moi, j'ai envie que vous martelez ce matin, que vous dites aux uns et aux autres que la sodomie a des effets néfastes, graves même, sur le rectum de l'être humain. Ah bien sûr, bien sûr. Et ça, il faut le dire. Bon, c'est vrai que c'est encore tabou. Tabou, et il faut dire que tabou parce que les gens ne connaissent pas vraiment les conséquences de ce qu'on peut endurer, on peut encourir suite à cette pratique-là. Alors, mais il faut dire que c'est beaucoup plus des jeunes aujourd'hui. La mondialisation, c'est-à-dire ces jeunes-là... C'est la mode. Je ne sais pas si c'est la découverte du plaisir, c'est-à-dire c'est encore une autre manière de faire de l'amour tout qu'on te fait, que certains jeunes veulent expérimenter. Il faut dire parfois c'est sur la demande de la conjointe, parfois, ou vice-versa, bien évidemment. Mais il faut dire que puisque nous parlons des hémorroïdes ce matin, je dis c'est vraiment très dangereux. Pour ne pas dire que c'est une déchirure. C'est une déchirure que ça se crée. Que ça soit à court ou à long terme, dites-vous bien que vous allez justement encourir des conséquences. Donc il faut bien le rappeler pour certains. Ça, vous en parlez justement. J'ai un voisin ça fait pas quelques jours, justement, qui est décédé suite à cette pratique-là. Ça, il faut le dire. Et qui baignait dans du sang. Quand on est venu, on le découvre chez lui qu'il avait déjà rendu l'âme, ça faisait 2 jours. Donc il baignait justement, c'est pendant il fallait le rhabiller, qu'on s'est rendu compte que le derrière était... Vous avez l'expression parfois fracassée, en quelque sorte. Alors, donc, faites très attention, cette pratique-là. Vous voyez à l'image, là, ce que ça représente, justement. Voilà, maintenant, donc, est-ce que les hémorroïdes internes disparaissent? Puisque hier, on a dit que, en ce qui concernait les hémorroïdes internes, entre 2 et 5 jours, la maladie peut disparaître. Voilà. Est-ce que c'est également le cas pour les hémorroïdes externes? Oui, ça, il faut le dire que c'est parce que, justement, ça disparaît qu'on attend souvent. Pourquoi je l'explique? C'est-à-dire, j'ai parlé des facteurs stressants, ça peut être psychologique, le stress et tout. Et du coup, vous faites une crise hémorroïdaire, là, ça sort. Ou encore, le fait d'avoir mangé certains aliments qui vont irriter, justement, ça peut sortir. Quand bien même vous allez constater, justement, quand on souffre des crises hémorroïdaires, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on perd l'appétit, parfois, on a envie de rien, on est fatigué, on est couché. Et vous voyez, quand vous observez, justement, cette règle-là, ça repart tout seul. Sans toutefois que vous utilisez même des pommades. Je ne voudrais pas dire de ne pas aller à l'hôpital, mais quand le corps au repos, tout ça là, vous constatez que ça repart tout seul. Mais dire que ça repart pour ne pas revenir, non. Vous n'êtes pas néanmoins guéri. Sachez que c'est bien là. Vous n'êtes plus en train de faire la maladie. La maladie, voilà, justement. Mais dites-vous bien que l'hémorroïde, elle est bien là et il suffirait d'un facteur favorisant pour que les choses reprennent. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux? C'est-à-dire l'hémorroïde externe et l'hémorroïde interne? Oui, la différence, c'est que quand on parle d'externe, justement, il y a une sortie, il y a un prolapsus là qui se présente là, ça se voit. Vous n'avez qu'à prendre du miroir ou bien même au toucher. Ça se présente comme un champignon. Ça se présente comme voilà. Contrairement à la forme interne qui est à l'intérieur, on ne peut même pas le reconnaître parce qu'il faut dire que c'est à l'issue d'une consultation qu'on se rend compte justement qu'on a l'hémorroïde interne. Voilà, parce que ça donne parfois une sensation de mal à l'aise, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen là. Sauf que nous avons énuméré des symptômes hier qui étaient, c'est-à-dire cette selle-là du sang avec dans les selles, la présence du sang dans les selles, cette douleur-là au niveau anal, cette irritation-là ou encore brûlure au niveau là, ça ce sont des signes. Que ça soit externe ou interne, nous avons ces signes-là. Mais la particularité maintenant avec externe, c'est que ça va provoquer une sortie, justement, ou encore ce qu'on appelle une thrombose. Et là, en ce qui concerne la forme externe, est beaucoup plus sensible que la forme interne. Voilà. Parce que le rectum qui sort peut s'infecter. Bien sûr, bien sûr. C'est une voie d'infection, bien sûr. Mais, donc, maintenant, est-ce qu'il y a une façon naturelle de soulager cette hémorroïde externe-là? Voilà, ça passe d'abord par... Il faut déjà commencer à soulager la constipation. Et cela passe justement par... la consommation des aliments, c'est-à-dire des légumes, des fruits, notamment des fibres. Nous avons aussi la prise d'eau. Il y a des gens qui ne boivent pas assez d'eau. Je voudrais même dire qu'on devrait commencer même d'abord par la prise d'eau. Il faut vraiment régulièrement boire de l'eau. Ça, c'est important. On dit en moyenne 2 litres d'eau par jour. Ça, il faut le dire.
Et quand on parle de l'eau, ce n'est pas du liquide. Parce que franchement, il faut toujours éviter de confondre le fait de boire de l'eau et de l'alcool. Quand nous avons déjà dit hier, quand on souffre de l'hémorroïde, des crises hémorroïdaires, évitez l'alcool. Alors ne confondez pas ces deux choses. Il s'agit de l'eau plate, tout simplement. Donc il faut en boire. Il faudrait également faire des exercices physiques, ça nous l'avons dit. Plus vous faites des exercices physiques, ça favorise une bonne circulation, d'où ça combat les gonflements ou encore les inflammations. Ça, c'est important. Il faudrait aussi dire que quand vous allez au sel, vous savez, aujourd'hui, nous avons des téléphones WhatsApp. Quand nous allons nous asseoir sur les bidets, des gens peuvent faire 1 heure avec leur téléphone, avec leur téléphone sur WhatsApp là, et tout là. Non, c'est déconseillé de s'asseoir sur le bidet, sur le siège en position assise sur le bidet, avec un smartphone et en train de WhatsApper ou bien je ne sais pas quoi. C'est vraiment strictement déconseillé. C'est différent de s'asseoir parce que les gens en priori disent que mais est-ce que ce n'est pas la même chose s'asseoir sur une chaise? Non. Vous savez, quand vous vous asseyez sur le bidet, il y a une ouverture. La position même aujourd'hui, avec la forme des bidets dont nous avons, qui sont même déjà contre-indiqués pour les problèmes lombaires, parce qu'aujourd'hui, quand vous vous asseyez sur les bidets modernes aujourd'hui voudraient que, quand vous vous asseyez, la colonne vertébrale n'est pas tordue. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont des anciens bidets, il faut mettre un petit plancher en dessous de vos pieds pour que les pieds soient soulevés et que la... Voilà. Alors, mais imaginez si vous avez des anciens bidets, vous vous asseyez comme ça fait que l'orifice, elle est ouverte. Et vous vous asseyez pour 1 heure en train de whatsapper et tout. Mais c'est très dangereux. Donc, ça, il faut... que je devais installer la prise d'avoir Donc, évitez ça. Évitez également le fait d'aller au sel et se mettre à pousser. Franchement. On ne pousse pas, on ne force pas. Les sels viennent naturellement. Si vous avez bien mangé, si vous buvez bien de l'eau, vous prenez bien des fruits, vous n'avez pas besoin de pousser. Et en définitive, évitez de garder les sels. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas que des gens qui gardent les urines. Même il y a des gens qui gardent les sels, tout simplement parce qu'ils disent que là où ils travaillent, ou encore, ils ne peuvent pas déféquer n'importe où, ils vont garder les sels, ils vont pouvoir faire les sels chez eux. Ça également, c'est un problème pour l'hémorroïde. Donc faites très attention. Parce que la question que je m'apprêtais à poser tout à l'heure était celle de savoir s'il existe des moyens de prévention. Mais je pense que la question précédente a eu... c'était une sorte de 2 ans, non? Oui, avec la question que j'allais poser par la suite. Maintenant, quels sont les éléments que l'on devrait manger en cas de maladie? Parce que tout à l'heure, dans la prévention, vous avez dit qu'on doit consommer des légumes et des fruits, en fait tout ce qui contient les fibres, pour avoir une bonne digestion et boire beaucoup d'eau. Maintenant, quand on fait déjà la maladie en elle-même, c'est-à-dire les hémorroïdes, la crise hémorroïdaire externe, quels sont les aliments que l'on devrait consommer? Ou alors les aliments sur lesquels on devrait mettre de l'accent? Voilà, il faut dire que, notamment, je voudrais citer des fruits, du kiwi, pour ceux qui en savent, du kiwi, ça c'est très bien. Nous avons les pommes. Nous avons parlé du vinaigre de cidre hier, donc il y a les pommes de France qu'il faut prendre, mais sauf qu'il faut le prendre sous forme de jus. Ça c'est important. Et de smoothie, c'est-à-dire entier, bien évidemment. Ça c'est très bien. Nous parlons des légumes, notamment l'épinard, très riche. Nous avons ceux qui mangent les hérous, il y a le watalif, qui a aussi des vertus, ça c'est très important. Il y a également, tout compte fait, il faut opter pour ce qu'on appelle un régime végétarien. Méditerranéen encore, ou encore, c'est-à-dire vous optez uniquement pour des légumes, sans toucher les acides gras, la viande rouge, vous prenez uniquement des légumes. Alors, autre chose que je voudrais le rappeler, c'est important de le dire, il y a des gens qui ne mangent pas le matin. Pour eux, le petit déjeuner n'est pas important. Ils prennent le temps de pouvoir manger rien que, je ne sais pas, midi pour eux c'est 15 heures. Donc on économise le temps du petit déjeuner. Non, mais dites-vous bien que pour ceux qui sont sujets ou bien prédisposés, parce qu'il faut dire qu'il y a un lien héréditaire avec l'hémorroïde. Si vous avez eu un parent qui en a souffert de l'hémorroïde, dites-vous, faites très attention parce que... Vous êtes prédisposé. Voilà, vous êtes prédisposé, il y a cette prédisposition-là. Et du coup, vous devez prendre le petit déjeuner, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, Miss Nono, il y a des gens... Pour une bonne digestion, si vous ne faites pas 2 fois les sels par jour, ça veut dire que vous ne mangez pas bien. Il y a des gens qui font 3 jours sans faire des sels. C'est pas normal. Non. En réalité, quand vous levez le matin, quand vous buvez 2 ou 3 verres d'eau, ça vous envoie au sel. Certains même n'ont même pas besoin de boire de l'eau, ils vont directement. Mais nous avons cette habitude de demander aux enfants de le faire. Quand l'enfant se lève, on dit « prends ton pot ». Mais nous, les adultes, c'est difficile de le faire. Pourtant, tout le monde devrait, quand on se lève, la première des choses, on doit aller.
Maintenant, donc, nous avons des traitements, des astuces de grand-mère que nous appliquons quelquefois quand quelqu'un autour de nous fait une crise hémorroïdaire externe. Je vais d'abord parler de la puge. Bon, la puge, bonne ou mauvaise pendant une crise hémorroïdaire externe? Mauvaise. Mauvaise. Faites très attention parce que ça va dépendre aussi du degré du gonflement ou bien de l'inflammation. Parce que vous voyez utiliser une poire en train de vous faire puger, faites très attention parce que vous risquerez non seulement créer une blessure, parce que si ça irrite, puisque c'est déjà une voie, elle est d'abord sensible, très sensible. Déjà en même voulant qui pousser, saigne. voilà, qui saigne, vous pouvez vous blesser. Donc faites très attention. Il n'y a que des experts, des spécialistes qui peuvent le faire. Mais il faut dire, contrairement à l'hémorroïde interne, on ne devrait même pas. Mais par contre, en ce qui concerne l'hémorroïde externe, on peut le faire, sauf si ce prolapsus-là n'est pas grande. C'est-à-dire, le degré, justement, du gonflement n'est pas exagéré. Mais maintenant, pour ce qui est interne, déjà, vous ne le savez pas. À force d'utiliser certains produits, vous allez davantage irriter cette hémorroïde-là. Alors, faites très attention en ce qui concerne la forme interne. C'est strictement interdit. Franchement, ça, c'est interdit. Maintenant, pour les astuces, hier, nous l'avons dit, en ce qui concerne le vinaigre de cidre, c'est vrai que ça chauffe, mais c'est efficace. Vous allez tamponner là, avec un coton ou encore une compresse là, vous allez mouiller, imbiber, avec une demi-cuillère du vinaigre de cidre et que vous allez pouvoir le mettre là sous forme de tampon, de garniture, voilà, autant pour moi. Ou encore, maintenant, si ça fait une thrombose, contrairement à ce que j'ai dit hier, les bains chauds, on ne le fait pas. Mais quand ça fait une thrombose, ça saigne, on peut faire des bains chauds en ce moment, l'eau tiède. Si et seulement si ça saigne. Mais si ça ne saigne pas, c'est l'eau froide. Compresse avec l'eau froide, c'est bon. Et le tour est joué. Maintenant, la deuxième astuce. Je sais qu'au village, quand quelqu'un souffre d'hémorroïdes, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un tronc de bananier plantain, on va enlever le milieu et on demande à cette personne de s'asseoir à l'intérieur. Bonne ou mauvaise astuce? Non, ça c'est bon. C'est bon. Ça se fait de nos jours aujourd'hui. C'est vrai que dans nos villes aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais dans à cause de la rareté du tronc de bananier. Oui, du tronc. Voilà, ça il faut le dire. Mais moi, personnellement, j'en ai bénéficié de cette pratique reçue de ma grand-tante. Voilà, et ça marchait. Merci. Et ça avait marché. Voilà. Merci, Doc. Parce qu'il faut dire que généralement, au quotidien, nous utilisons des trucs autour de nous qui, quelquefois, sont nocifs. Peut-être même sans le savoir. C'est pourquoi j'ai insisté, bien sûr, afin d'édifier les uns et les autres sur les pratiques que nous appliquons généralement quand nous faisons des crises ou alors quand des personnes autour de nous font des crises hémorroïdaires, qu'il s'agisse d'externes ou alors internes. Merci. Mais il faut dire, Miss Nouno, qu'en ce qui concerne le traitement, ça existe. Avec tout ce que nous avons dit, ça n'exclut pas le fait d'aller à l'hôpital. Donc, il faut consulter. Quand vous faites déjà ces symptômes dont nous avons énumérés, aller à l'hôpital, ça permet. Et ce que je voulais dire, il peut s'avérer que vous avez les deux. Ah bon? Ce que les gens ne comprennent pas. Faites très attention. Interne et externe. Oui, bien sûr. Donc faites très attention. Il faut consulter. Ça permet justement de le savoir. Oui, oui. Wow. Il peut s'avérer que vous avez les deux. Et là, c'est très dangereux. Et n'oublions pas que dans le traitement, on peut également passer à la voie chirurgicale. Une fois que ça sort et que ça n'arrive plus à rentrer, ne jouez pas la pratique d'automédication ou bien la pratique du chirurgien à la maison à essayer de pousser, parce qu'il y a des gens qui veulent pousser, qui poussent avec les doigts. Non, non, allez à l'hôpital. On pourrait justement utiliser la bistouri qui vous permettrait justement de vous soulager. Voilà. Faites attention à vos pratiques sexuelles, j'ai envie de le dire encore, mais vraiment, si on peut arriver jusqu'à une chirurgie, ce n'est pas 5 minutes de plaisir ou 10 minutes de plaisir qui va faire en sorte que vous allez condamner votre vie. Donc, mais vraiment, be careful. Soyez au carrefour. Allez, docteur Larry Ngemi, on va se donner rendez-vous demain pour la troisième production de cette semaine. Ouais. Merci. Il faut dire que demain, on parlera tout à fait autre chose sur ce plateau avec le docteur Larry Ngemi. Vous avez eu la